Mon fils m'a fait tomber dans l'escalier et m'a laissé en fauteuil roulant. Mais 6 mois plus tard, j'ai mis au point un plan pour qu'il lui arrive quelque chose de pire. Dites-moi ce que vous pensez qu'il va se passer. Votre opinion est très importante et abonnez-vous à ma chaîne pour soutenir mon travail. Votre aide est très importante. Ce matin glacial à Nice, mes mains tremblaient tandis que je serrais la rampe de l'escalier. Ce n'était pas seulement à cause du froid qui mordait la Côte d'Azur, c'était la peur. La peur de mon propre fils, Bastien, qui montait les marches. Derrière moi, avec ce regard que je connaissais si bien. Le même regard que lorsqu'il perdait de l'argent aux courses. « Il faut que tu m'aides, maman », disait-il, la voix étranglée par la colère. Moi, Gisèle, avec mes 67 ans et une vie entière de travail comme couturière à l'atelier de Madame Dubois, je savais qu'il n'y avait plus rien à faire. Les économies que j'avais gardées sou par sou étaient presque épuisées, après tant de prêts qu'il n'avait jamais remboursés. « Mon fils, je ne peux plus t'aider, » répondis-je, sentant mon cœur se serrer. « Cet argent, c'est pour ma vieillesse, pour mes médicaments. » C'est alors que j'ai senti ses mains dans mon dos. Ce n'était pas une simple poussée, c'était chargé de toute la rage qu'il gardait en lui. Mon corps a volé en bas de l'escalier. Le temps a semblé s'arrêter pendant ma chute. Je me suis souvenu de chaque moment où j'ai coupé des morceaux, de ma baguette pour lui en donner, des nuits blanches à coudre pour payer ses études, de la sueur que j'ai versée pour construire cette maison où maintenant je dégringolais. Quand je me suis réveillée à l'hôpital, je ne sentais plus mes jambes. Les médecins prononçaient des mots compliqués, mais je ne pouvais que regarder le visage de mon fils. Il pleurait, demandait pardon, disait qu'il allait prendre soin de moi. Les infirmières soupiraient, émues par tant d'amour filial. Elles ignoraient que ces larmes cachaient la vérité que seul je connaissais. Les jours à l'hôpital ont passé comme un brouillard de douleur et de confusion. J'ai signé tellement de papiers que Bastien m'apportait, disant que c'était pour le traitement. Ma vue était trouble à cause des médicaments, mais je lui ai fait confiance. Après tout, c'était mon fils, mon unique fils, celui que j'ai élevé seul après que mon mari ait quitté ce monde trop tôt. Quand je suis rentrée à la maison, j'étais déjà en fauteuil roulant. Bastien a réemménagé, disant qu'il devait prendre soin de moi. Il a transformé ma chambre en une prison de zèle apparent. « Tu as besoin de te reposer, maman », disait-il, me maintenant isolée du monde. Mes amis de la mercerie téléphonaient, mais il inventait toujours une excuse. Les douleurs ne s'améliorèrent pas, malgré tant de médicaments. Certains jours, je me sentais plus faible, confuse. D'autres, j'avais du mal à garder les yeux ouverts. C'était comme si mon corps ne répondait pas correctement aux médicaments. C'est un après-midi comme celui-là, seul dans ma chambre en écoutant la télévision à voix basse, que la sonnette a retenti. J'ai entendu la voix de Mireille, mon amie d'enfance, celle avec qui je ne parlais plus depuis 15 ans à cause de cette histoire de terrain. Bastien a essayé de la renvoyer, mais elle a insisté. Quand elle est entrée dans la chambre, ses yeux se sont remplis de larmes. « Gisèle, mon amie, qu'est-ce qu'on t'a fait ?» a-t-elle murmuré, me serrant la main. À ce moment-là, quelque chose à l'intérieur de moi a commencé à changer. C'était comme si une lueur d'espoir s'était allumée au milieu de l'obscurité. Mireille, pharmacienne retraitée, a regardé mes médicaments avec une expression étrange. Elle a pris un des flacons, a examiné le contenu. « Il y a quelque chose qui ne va pas ici », a-t-elle murmuré, plus pour elle-même que pour moi. Mais avant que nous puissions plus discuter, Bastien est revenu dans la chambre. « Je crois que maman a besoin de se reposer maintenant », a-t-il dit, avec cette fausse inquiétude que seul je parvenais à percevoir. Mireille est partie, mais a laissé un billet caché dans ma main. « Je vais t'aider », était écrit d'une écriture tremblante. J'ai gardé ce papier comme un trésor, sentant que peut-être, juste peut-être, il y avait encore une chance de sortir de ce cauchemar. Cette nuit-là, allongée dans mon lit en écoutant les pas de Bastien dans la maison, j'ai réalisé que les larmes qui coulaient sur mon visage n'étaient plus seulement de douleur. Elles étaient d'une détermination qui commençait à naître. La même détermination qui m'a fait élever un fils seul, qui m'a fait construire une maison avec une aiguille et du fil, qui m'a fait survivre à toutes les difficultés que la vie a jetées sur mon chemin. J'étais peut-être prisonnière de ce fauteuil roulant, j'étais peut-être entre les mains de mon propre fils, mais j'étais toujours Gisèle.
et Gisèle n'a jamais été du genre à accepter la défaite sans se battre. Les jours s'éternisaient dans cette maison qui ne me semblait plus la mienne. Chaque coin gardait un souvenir du temps où j'étais libre, du temps où mes mains cousaient des rêves sur les vêtements des autres tout en construisant les miens. Maintenant, c'est même. Mains tremblaient chaque fois que Bastien entrait dans la chambre avec mes médicaments. C'est un après-midi particulièrement difficile que j'ai réalisé que quelque chose n'allait pas du tout. Chloé, ma belle-fille, est apparue à l'improviste alors que Bastien était sorti. Je ne l'ai jamais beaucoup aimée, j'ai toujours pensé qu'elle ne s'intéressait qu'à l'argent de mon fils. Mais ce jour-là, j'ai vu quelque chose de différent dans ses yeux. « Madame Gisèle » a-t-elle murmuré, regardant nerveusement la porte. « Prenez-vous vraiment tous ces médicaments ?» Avant que je puisse répondre, elle a sorti de son sac un morceau de papier froissé. C'était une ordonnance médicale, l'original de mes médicaments. Les noms et les doses étaient différents de ceux que Bastien me donnait. J'ai senti mon cœur faire un bond. « J'ai trouvé ça dans la poubelle », a continué Chloé, la voix tremblante. « Et il y a autre chose. Bastien, il n'est plus le même. Il rentre à la maison au milieu de la nuit, toujours nerveux. L'autre jour, je l'ai vu cacher des papiers de la banque. À ce moment-là, nous avons entendu le bruit du portail. Chloé a rangé le papier rapidement et a fait semblant d'arranger mes couvertures. Bastien est entré dans la chambre comme un ouragan, les yeux injectés de rage en voyant sa femme là. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» a-t-il grogné. « Je t'ai déjà dit que maman a besoin de se reposer. » J'ai vu la peur dans les yeux de Chloé, tandis qu'elle sortait précipitamment. C'est alors que j'ai compris, je n'étais pas la seule à vivre avec la peur de mon propre fils. Le lendemain matin, Mireille est revenue. Cette fois, elle a amené son petit-fils, Théo, un jeune homme de 23 ans, fraîchement diplômé en droit. Bastien a essayé d'empêcher la visite, mais Mireille a été ferme. Soit vous nous laissez entrer, soit j'appelle les services sociaux pour personnes âgées immédiatement. Tandis que Bastien s'éloignait, soufflant de rage, Mireille a examiné discrètement mes médicaments. « Ils sont dilués », a-t-elle murmuré. « C'est pour ça que tu ne vas pas mieux, mon ami. » Théo, assis à côté de moi, prenait des notes dans un petit carnet. « Madame Gisèle, » a-t-il dit doucement, « avez-vous signé des documents ces derniers mois ?» C'était comme si un éclair avait traversé mon esprit. Je me suis souvenu des papiers à l'hôpital, des signatures que j'ai données sans pouvoir lire correctement. « Oui, mon enfant. Bastien a dit que c'était pour le traitement. »« Je vais vérifier à la banque, » a-t-il répondu, les yeux brillants, de détermination. Il se passe quelque chose de très grave ici. Cette nuit-là, après que Bastien soit sorti pour aller jouer, j'ai essayé de bouger mes jambes. Je faisais ça en cachette tous les soirs. Mais cette fois, c'était différent. J'ai senti un léger picotement, presque imperceptible. Serait-il possible que, sans les médicaments falsifiés, mon corps commence à répondre? Les jours suivants ont été un mélange de peur et d'espoir. Chloé a commencé à apparaître plus souvent quand Bastien sortait, apportant toujours de nouvelles informations. J'ai découvert que mon fils avait d'énormes dettes de jeu, qu'il devait de l'argent à des gens dangereux. « Il est désespéré, Madame Gisèle », a avoué Chloé en pleurant. « J'ai peur de ce qu'il peut faire. » Un après-midi pluvieux, tandis que je faisais semblant de dormir, j'ai entendu une conversation de Bastien au téléphone. Il parlait de la vente d'une maison, de ma maison. « J'ai déjà sa signature, » disait-il. « Ce n'est qu'une question de temps. » Le désespoir m'a envahi. La maison que j'ai construite avec tant de sacrifices, où chaque brique a été achetée avec l'argent de mes coutures, où j'ai élevé mon fils seul, il prévoyait de tout vendre. C'est alors que Théo est apparu avec une nouvelle qui a tout changé. « Madame Gisèle, j'ai trouvé les enregistrements de la banque. Vous étiez complètement droguée quand vous avez signé ces papiers. Nous pouvons prouver la fraude. » Cette nuit-là, allongée dans mon lit, j'ai pris une décision. Si Bastien voulait me voir faible et sans défense, c'est ce qu'il verrait. J'ai commencé à faire semblant d'être plus mal, plus dépendante, plus confuse. Il a baissé sa garde, pensant qu'il m'avait vaincue. Mais il ignorait que, tous les soirs, quand il sortait pour aller jouer, je faisais des exercices en cachette. Mireille m'a apporté de vraies vitamines, que je prenais en cachette aux heures exactes. Chloé a commencé à m'aider avec de la
Kinésithérapie basique, des mouvements simples qu'elle a appris sur Internet. Et puis, une nuit où la pluie battait la campagne niçoise, il s'est passé quelque chose que personne n'attendait. L'eau a inondé plusieurs maisons du quartier, y compris la petite pièce au fond du jardin où Bastien rangeait ses affaires. Chloé, aidant au nettoyage, a trouvé une boîte trempée. À l'intérieur, des lettres et des notes qui révélaient tout le plan de mon fils depuis le début. Il a tout planifié, Madame Gisèle, sanglotait Chloé en me montrant les papiers. L'accident, les médicaments, la vente de la maison, tout a été pensé il y a des mois. À ce moment-là, assise dans mon fauteuil roulant tandis que la pluie continuait, dehors, j'ai senti quelque chose de différent naître en moi. Ce n'était plus seulement de la peur ou de la tristesse. C'était une force ancienne, celle qui m'a fait survivre à la vie de mère célibataire, qui m'a fait construire une vie à partir de rien. J'ai serré la main de Chloé, et pour la première fois depuis des mois, j'ai laissé un vrai sourire apparaître sur mon visage. « Ma fille », ai-je dit doucement, « il est temps de montrer à Bastien qu'il ne connaît pas la mère qu'il a. » Avec le temps, j'ai réalisé à quel point ma vie était devenue un grand mensonge. Je faisais semblant d'être de plus en plus faible, alors que je devenais secrètement plus forte. Bastien faisait semblant d'être un fils dévoué, tout en planifiant de me détruire. Nous vivions tous les deux un théâtre macabre dans cette maison qui gardait tant d'histoires d'amour et de sacrifices. Un matin particulièrement difficile, tandis que je prenais mon café dans la cuisine sous les yeux vigilants de Bastien, j'ai laissé tomber la tasse exprès. Mes mains tremblaient, mais pas de faiblesse, c'était de rage contenue. « Tu vois, maman, tu ne peux pas rester seule une minute, » a-t-il dit, feignant l'inquiétude en nettoyant le café renversé. « Heureusement que je suis là pour prendre soin de toi. » J'ai ravalé ma salive, jouant mon rôle de mère invalide. S'il savait que tous les soirs, quand il sortait pour aller jouer, je me levais de ma chaise et, appuyée sur les meubles, je faisais quelques pas dans la chambre. S'il savait que Mireille avait découvert que les médicaments qu'il me donnait étaient pratiquement de l'eau. C'est une de ces nuits que Chloé est apparue en pleurant. Son visage était marqué, et, même dans la pénombre de la chambre, j'ai pu voir la trace violette sur son bras. Il a découvert que j'ai touché à ses affaires, a-t-elle murmuré en tremblant. Il a dit que si j'ouvre la bouche, il va faire pire que me pousser dans l'escalier. Mon cœur s'est glacé. C'était la confirmation que je craignais tant. Mon fils m'avait poussé exprès ce jour-là. Ce n'était pas un accident, ce n'était pas un moment de colère. C'était calculé, planifié, comme toutes les autres choses qu'il faisait. J'ai trouvé d'autres documents, a continué Chloé en sortant des papiers de son sac avec des mains tremblantes. Il a hypothéqué la maison 3 fois, Madame Gisèle. Il a utilisé votre signature quand vous étiez droguée à l'hôpital. L'argent? Il a tout perdu au jeu. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. Je suis restée à regarder les murs de ma chambre, chaque marque, chaque fissure racontant l'histoire d'une vie de travail. Combien de nuits ai-je passé éveillée dans cette même chambre, à coudre des robes de mariée, tandis que Bastien dormait dans la chambre à côté? Combien de rêves ai-je construits entre un point et l'autre du tissu? Le lendemain matin, j'ai reçu une visite qui a tout changé. Madame Dubois, mon ancienne patronne de la couture, maintenant à la retraite, est venue me voir. Bastien a essayé de l'empêcher, mais c'était le genre de femme que personne ne peut arrêter. « Je viens chercher ma couturière », a-t-elle annoncé, entrant dans la chambre comme une tornade d'espoir. « Les filles de l'atelier n'arrêtent pas de demander de tes nouvelles, Gisèle. » J'ai vu le visage de Bastien pâlir. Il savait que l'atelier était mon lien avec le monde extérieur, que c'était des femmes qui me connaissaient depuis des décennies, qui connaissaient ma force. « Maman n'est pas en état », a-t-il essayé d'argumenter, mais Madame Dubois était déjà assise au bord de mon lit, me serrant les mains. « N'est pas en état pourquoi, Bastien ?» a-t-elle demandé, ses yeux pénétrants fixés sur mon fils. « À cause des médicaments que tu lui donnes ?» Le silence qui a suivi était assourdissant. Bastien a bafouillé une excuse et est sorti de la chambre. Dès que nous nous sommes retrouvés seuls, Madame Dubois a baissé la voix. Théo, le petit-fils de Mireille, m'a contacté. Il m'a tout raconté. Les filles de l'atelier sont prêtes à t'aider, Gisèle. Nous sommes plus de 20 femmes, 20 témoins de qui tu es, de ton travail, de ton honnêteté. Les larmes ont commencé à couler sur mon visage.
Ce n'étaient pas des larmes de tristesse ou de peur, elles étaient de soulagement. Finalement, je n'étais plus seule. « Il y a une autre chose », a continué Madame Dubois en sortant un papier de son sac. « Tu te souviens de Camille, dont tu as fait la robe de mariée de sa fille? Son mari est commissaire. Il veut te parler. » À ce moment-là, j'ai entendu la voix de Bastien dans le couloir. Il était au téléphone, parlant de la vente de la maison. « La semaine prochaine, on conclut l'affaire, » disait-il. « De toute façon, ma mère ne va pas tenir longtemps. » Madame Dubois a serré ma main, ses yeux brillants de détermination. « C'est maintenant ou jamais, Gisèle. Tu dois décider. » J'ai fermé les yeux et j'ai respiré profondément. Dans mon esprit ont défilé les images de toute une vie, les nuits à coudre, la naissance de Bastien, la construction de la maison, le jour de sa remise de diplôme, le sourire fier que j'ai affiché quand il a trouvé son premier emploi. Et puis, la chute dans l'escalier, les médicaments dilués, les faux documents, la peur constante. « Madame Dubois », ai-je murmuré, ma voix plus ferme qu'elle ne l'avait été depuis des mois, « appelez le commissaire. Mais avant, j'ai besoin de l'aide des filles de l'atelier pour quelque chose. » Elle a souri, comprenant immédiatement. « Tu peux laisser faire, Gisèle. Nous allons faire ça à ta façon. » Pendant la semaine suivante, j'ai maintenu mon jeu de mère malade et fragile. Bastien était tellement confiant dans son plan qu'il n'a même pas remarqué les petits changements. Les regards échangés entre Chloé et moi, les visites de plus en plus fréquentes des femmes de l'atelier, les coups de téléphone mystérieux, que Théo passait à la banque. Une nuit, tandis que j'écoutais Bastien parler au téléphone de la finalisation de la vente de la maison, j'ai réalisé que je n'avais plus peur. Ce que je ressentais était un mélange de tristesse et de détermination. Tristesse pour la mère que j'ai été, qui a élevé un fils qui est devenu ça. Détermination pour la femme que j'étais toujours, qui n'allait pas permettre qu'il détruise tout ce que j'ai construit. J'ai appuyé mes mains sur les accoudoirs de mon fauteuil roulant et pour la première fois depuis des mois, je me suis levée sans avoir peur d'être vue. Mes jambes tremblaient, mais elles ont supporté mon poids. J'ai fait un pas, puis un autre. Dans le miroir de la chambre, j'ai vu mon reflet. Une femme de 67 ans, marquée par la vie, mais avec une nouvelle lueur dans les yeux. « Demain », ai-je murmuré à mon reflet. « Demain, tu vas lui montrer qui est vraiment Gisèle. » Le matin du jour prévu pour la vente de la maison, je me suis réveillée avant le lever du soleil. J'ai passé la nuit blanche, repassant chaque détail du plan dans ma tête. Les femmes de l'atelier étaient déjà en place, chacune sachant exactement ce qu'elle avait à faire. Mireille avait préparé les documents qui prouvaient la falsification des médicaments. Théo avait réuni toutes les preuves de la fraude à la banque. Chloé, tremblant de peur mais décidée, avait les lettres trouvées après l'inondation. Bastien est entré dans ma chambre tôt, apportant le petit déjeuner et les médicaments habituels. J'ai fait semblant de tout prendre, comme je le faisais depuis des semaines, cachant les comprimés sous ma langue. « Aujourd'hui, je vais régler des problèmes à la banque, maman », a-t-il dit en arrangeant ma couverture avec ce faux soin qui me donnait la nausée. « Tu restes avec Chloé, d'accord ?»« D'accord, mon fils », ai-je répondu d'une voix faible, interprétant pour la dernière fois le rôle de la mère invalide. « Que Dieu t'accompagne. » Il est sorti, et j'ai senti un serrement au cœur en voyant son dos. C'était la dernière fois que je voyais mon fils comme mon fils. Désormais, ce ne serait plus que l'homme qui a essayé de détruire ma vie. Dès que j'ai entendu la voiture s'éloigner, Chloé est entrée dans la chambre en courant. « Il est parti, Madame Gisèle. Les femmes arrivent. » En quelques minutes, ma chambre s'est transformée en quartier général. Madame Dubois est arrivée, avec 2 sacs. Dans l'un, de nouveaux vêtements que les filles de l'atelier avaient choisis spécialement pour moi. Dans l'autre, mon ancienne mallette de couture. « Je l'ai apportée parce que je sais qu'elle te donne de la force », a dit Madame Dubois en plaçant la mallette dans mes mains. Le poids familier du cuir usé, l'odeur des fils et des aiguilles, les souvenirs de tant de nuits de travail. Oui, cette mallette était ma force. Mireille est apparue peu après avec Théo. Tandis que les femmes m'aidaient à me préparer, ils vérifiaient les derniers détails au téléphone. « Le commissaire est déjà à la banque », a-t-il informé. « Et j'ai obtenu une chose importante, les caméras de sécurité du jour où vous avez signé les papiers de l'hypothèque.
On peut voir clairement que vous aviez du mal à tenir le stylo. Camille, la femme du commissaire, a apporté une canne ancienne qui appartenait à sa mère. « C'est plus beau que des béquilles », a-t-elle dit avec un sourire, « et ça va faire plus d'effet quand vous entrerez dans la banque. » Tandis qu'elle me coiffait et passait un rouge à lèvres discret, sur mes lèvres, j'ai vu dans le miroir une femme différente. Ce n'était plus la Gisèle malade et fragilisée que Bastien avait créée. C'était la Gisèle couturière, la femme qui a élevé un fils seul, qui a construit une maison avec une aiguille et du fil, qui n'a jamais eu besoin d'un homme pour réussir dans la vie. « Madame Gisèle », a appelé Chloé doucement. « Il y a une chose que je dois vous dire avant que nous partions. » Tout le monde s'est arrêté pour écouter. Chloé, les larmes aux yeux, a sorti un papier plié de sa poche. « Hier soir, après que Bastien se soit endormi, je suis entrée dans son bureau. J'ai trouvé ça ici. » Elle a déplié le papier d'une main tremblante. « C'est un plan, pour après qu'il ait vendu la maison. Il allait vous faire interner dans une maison de retraite. Il avait même déjà payé le premier mois. » Le silence, qui est tombé dans la pièce, était lourd comme du plomb. J'ai senti le sang bouillir dans mes veines, mais pas de rage, de détermination. « Ma fille », ai-je dit en serrant la main de Chloé, « aujourd'hui tu vas te libérer aussi. Nous allons toutes les deux. » Quand l'horloge a sonné 10 heures, le plan a commencé à se mettre en mouvement. Madame Dubois est partie en tête avec quelques femmes de l'atelier, se positionnant stratégiquement autour de la banque. Théo est allé rencontrer le commissaire pour régler les derniers détails. Avant de sortir, je me suis arrêtée devant la porte de la maison. J'ai passé ma main sur le mur, sentant la texture familière des briques que j'ai achetées une par une. Combien de nuits avais-je passé éveillée, à coudre des robes de mariée pour payer chaque petit morceau de cette maison? Combien de rêves avais-je construits entre ces murs? « Allons-y », ai-je dit, m'appuyant sur ma canne et faisant le premier pas vers l'extérieur. Le trajet jusqu'à la banque a été silencieux. Chloé conduisait lentement, tandis que Mireille me tenait la main sur la banquette arrière. Par la fenêtre de la voiture, j'ai vu les rues de Nice défiler. Les mêmes rues que je parcourais tous les jours pour livrer mes coutures, pour faire les courses du mois, pour emmener Bastien à l'école. Quand nous sommes arrivés à la banque, j'ai vu sa voiture garée devant. Mon cœur s'est emballé, mais ce n'était pas de la peur. C'était la certitude que le moment de vérité était arrivé. « Tout est prêt », a murmuré Théo en venant. « Nous rejoindre à l'entrée. Il est à l'intérieur avec le directeur, en train de signer les papiers de la vente. Il ne se doute de rien. » J'ai respiré profondément. J'ai ajusté la nouvelle robe que les filles de l'atelier avaient choisie. J'ai serré fermement ma canne. À ce moment-là, j'ai senti le poids de toutes les femmes qui avaient déjà traversé ce que je traversais. Des mères trahies, des femmes trompées, des personnes âgées bafouées. Quand j'entrerai, ai-je dit au groupe réuni là, je veux que vous entriez toutes avec moi, parce que cette histoire n'est pas seulement la mienne, elle est celle de nous toutes. J'ai vu des larmes dans les yeux de ces femmes, des larmes de compréhension, de force, d'union. C'étaient mes amies, mes sœurs de vie, mes compagnes de lutte. J'ai fait le premier pas en direction de la porte de la banque, appuyé sur ma canne, mais le dos droit. La Gisèle fragile et malade était restée derrière, avec les médicaments dilués et la peur. La femme qui entrait maintenant dans cette banque était une autre. C'était la femme qui avait construit une vie de ses propres mains, qui avait survécu à toutes les tempêtes, qui avait gardé sa force silencieusement jusqu'au moment opportun. Et ce moment était arrivé. Le silence dans la banque a été brisé par le son ferme de ma canne sur le sol. Toc, toc, toc. Chaque coup marquait un pas en direction du bureau du directeur, où je savais que Bastien était, probablement avec ce faux sourire qu'il utilisait quand il pensait avoir gagné. Derrière moi, 20 femmes de l'atelier marchaient en silence. Leur présence était comme un manteau de protection autour de moi. Mireille à ma droite, Madame Dubois à ma gauche, Chloé juste derrière, tremblant mais déterminé. Le commissaire et Théo étaient déjà positionnés à l'intérieur du bureau, attendant le moment opportun. Quand j'ai ouvert la porte, la première chose que j'ai vue, c'était le stylo dans la main de Bastien, prêt à signer le document final de la vente. Il était dos à moi et ne m'a pas vu entrer. Le directeur de la banque, qui était déjà au courant de tout,
a levé les yeux des papiers et a esquissé un léger sourire. « Mon fils !» ai-je appelé, ma voix plus forte qu'elle ne l'avait été ces derniers mois. Bastien s'est figé. J'ai vu ses épaules se crisper en reconnaissant ma voix, une voix qui n'était plus faible ni tremblante. Quand il s'est retourné, son visage a perdu toute sa couleur. « Maman ?» a-t-il bafouillé, les yeux écarquillés en me voyant debout, appuyé sur ma canne. « Tu... comment ?» Surpris de me voir hors de mon fauteuil roulant, ai-je demandé en faisant un pas de plus vers l'avant. Ou surpris de me voir avant que tu ne m'envoies dans la maison de retraite que tu as déjà payée. Il a essayé de se lever, mais le commissaire, qui était discrètement dans un coin du bureau, a fait un geste pour qu'il reste assis. C'est alors que Bastien a remarqué les autres personnes dans le bureau. Les femmes de l'atelier bloquant la porte, Théo avec une mallette pleine de documents, Chloé tenant les lettres trouvées après l'inondation. « Je ne sais pas de quoi vous parlez », a-t-il essayé d'argumenter, mais sa voix tremblait. « Je ne fais que m'occuper de vos affaires, de votre argent. »« De mon argent ?» ai-je coupé, ma voix calme mais ferme. « Comme tu t'es occupé de mon argent quand tu as hypothéqué ma maison 3 fois sans que je le sache, ou quand tu as volé mes économies pour payer tes dettes de jeu ?» Mireille s'est approchée avec les flacons de médicaments falsifiés. Ou quand il diluait ses médicaments, prolongeant sa souffrance pour garder le contrôle, a-t-elle complété en plaçant les flacons sur la table du directeur. J'ai vu le visage de Bastien changer, de la panique initiale à une rage contenue. C'était le même regard que celui de ce jour dans l'escalier, le jour où il m'avait poussé. « Vous ne pouvez rien prouver de tout ça », a-t-il dit entre ses dents. C'est alors que Théo a fait un pas en avant, ouvrant sa mallette. « En fait, nous pouvons tout prouver », a-t-il dit en éparpillant les documents sur la table, y compris les enregistrements de la banque du jour où Madame Gisèle a signé les papiers de l'hypothèque, complètement droguée. Le directeur de la banque, qui jusqu'à présent observait en silence, a pris l'un des documents. « C'est de la fraude, monsieur Bastien. Fraude contre une personne âgée, aggravée par le fait d'être un membre de la famille proche, la banque va porter plainte. » C'est alors que Chloé a fait un pas en avant, ses mains tremblant mais sa voix ferme. « Et il y a plus, Bastien. Il y a les lettres que tu as écrites, planifiant tout depuis le début. La poussée dans l'escalier n'était pas un accident, n'est-ce pas ?» Le visage de Bastien s'est tordu dans une expression que je n'avais jamais vue auparavant. C'était comme si un masque était tombé, révélant quelqu'un que je ne connaissais pas, quelqu'un que peut-être je n'avais jamais vraiment connu. « Vous n'allez pas me faire ça, » a-t-il grogné en se levant brusquement. « Je suis votre fils. »« Non, » ai-je répondu en tenant fermement ma canne. « Le fils que j'ai élevé est mort le jour où il a prévu de me détruire pour prendre mon argent. L'homme qui est devant moi est un étranger. » C'est à ce moment que quelque chose à l'intérieur de lui a semblé se briser. Il s'est avancé vers moi, mais avant qu'il puisse faire 2 pas, les femmes de l'atelier ont formé une barrière humaine autour de moi. C'étaient des femmes simples, des couturières comme moi, mais à ce moment-là, elles étaient un mur, de force et de dignité. « Regarde bien ces femmes, Bastien, » ai-je dit, ma voix étranglée mais ferme. Chacune d'elles m'a vu construire cette maison, point par point, couture par couture. Elles m'ont vu t'élever seule, elles ont vu chaque sacrifice que j'ai fait pour te donner des études, pour faire de toi un homme. Et maintenant, elles sont là pour me voir récupérer tout ce que tu as essayé de me voler. » Le commissaire s'est approché, posant sa main sur l'épaule de Bastien. « Vous êtes en état d'arrestation pour fraude, détournement de fonds et violence sur personne âgée, » a-t-il annoncé. « Vous avez le droit de garder le silence. » Tandis que le commissaire conduisait mon fils hors de la pièce, j'ai senti mes jambes flancher pour la première fois ce matin-là. Mais avant que je puisse tomber, 20 paires de mains m'ont soutenu. C'étaient là mes amis de l'atelier, mes sœurs de vie, me soutenant comme elles l'avaient toujours fait. Chloé s'est approchée, pleurant. « Pardonne-moi, Madame Gisèle, » a-t-elle sangloté. « J'ai mis tellement de temps à trouver le courage. »« Non, ma fille, » ai-je répondu en la serrant dans mes bras. « Tu as été courageuse quand il fallait l'être, et maintenant, tu es libre aussi. » Dans les jours qui ont suivi, ma maison est redevenue mienne. La banque a annulé toutes les hypothèques frauduleuses et Théo a veillé à ce que chaque centime détourné soit retrouvé et restitué.
Mais plus important que l'argent ou la maison, c'était la sensation de libération. 3 mois plus tard, un après-midi tranquille de samedi, j'ai pris une décision. J'ai appelé Chloé, qui était devenue comme une fille pour moi, et les femmes de l'atelier pour un café. Quand elles étaient toutes réunies dans mon salon, ce même salon où un jour je m'étais sentie prisonnière, j'ai fait l'annonce « Je veux transformer la moitié de cette maison en un centre de soutien », ai-je dit en regardant chacune d'elles. Un endroit où d'autres femmes âgées, victimes de violences familiales, peuvent trouver de l'aide et de la force. J'ai vu des sourires et des larmes se mélanger sur les visages autour de moi. Madame Dubois a été la première à parler. Et nous allons t'aider, Gisèle, comme tu nous as toujours aidés. Aujourd'hui, quand je regarde par la fenêtre de mon salon et que je vois d'autres femmes arriver, certaines courbées par le poids de la honte, d'autres, tremblant de peur, je sais que j'ai fait le bon choix. Parce que chacune d'elles, quand elle entend mon histoire, trouve un peu de force pour raconter la sienne. Ma canne est toujours avec moi, non pas parce que j'en ai besoin pour marcher, mais parce qu'elle me rappelle d'où je viens et à quoi j'ai survécu. Et quand quelqu'un me demande si je n'ai pas de rancune envers mon fils, je réponds avec la vérité que j'ai apprise. La plus grande force d'une femme ne réside pas dans le fait de ne jamais tomber, mais dans le fait d'apprendre qu'elle peut se relever seule. Et quand elle découvre cela, plus rien ne peut la faire tomber.